Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 72 de Parlons Constitution. On va parler du risque autoritaire dans Parlons Constitution, et en général bien sûr aussi, mais précisément, surtout dans Parlons Constitution, dans cette constitution qu'on dépeint ensemble dans cette série. Est-ce qu'il y a un risque autoritaire? Comment est-ce qu'il est géré? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place contre? On va le voir tout de suite après le générique. D'abord, revenons sur quelques rappels. Qu'est-ce que l'autoritarisme? On en avait déjà parlé à l'épisode 10. On avait dit que c'était un système politique dans lequel l'autorité est exacerbée, parfois dans le discours en tant que valeur, et où les dirigeants cherchent la soumission et l'obéissance de la population par différents moyens comme la répression, la propagande ou la restriction des libertés. Dans cet épisode 10, on avait vu aussi un avantage et un inconvénient de l'autoritarisme. Dans l'épisode 10, en fait, on voyait différents régimes et systèmes politiques et je les expliquais. Moi, je les définissais de façon assez simple, quand même, pour qu'on comprenne, mais suffisamment détaillée pour qu'on sache de quoi on parle et pour bien différencier tous les systèmes et régimes politiques, ce qui fait que l'épisode était très long et j'avais donné un avantage et un inconvénient par régime ou système politique. Pour l'autoritarisme, je reprends, c'est l'obéissance de la population qui est un avantage. Pourquoi? Car les décisions sont plus rapidement mises en application. Mais le problème, c'est l'inconvénient. Les libertés sont restreintes et il y a de la crainte, l'usage de la crainte. Et tout ça, ça nuit au bonheur du peuple, ça nuit au bonheur de la population. Or, on l'a vu dans d'autres épisodes, il nous faut séparer les pouvoirs, faire une balance des pouvoirs pour éviter les abus de pouvoir. Ce qu'on avait vu à l'épisode 7 et 8. Donc en fait, je suis contre l'autoritarisme, tout à fait. Pourquoi ça? Car il faut protéger les libertés et droits fondamentaux. Ce qu'on avait vu à l'épisode 15 et à l'épisode 18 aussi, mais en fait, les droits fondamentaux, la garantie des droits, on l'a vu sur 4 épisodes, de l'épisode 15 à l'épisode 18. Pourquoi protéger les libertés et droits fondamentaux? Pourquoi séparer les pouvoirs? Séparer les pouvoirs, c'est nécessaire pour poursuivre le but de la société. Le but de la société, on l'avait vu à l'épisode 3, c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Aussi, avant d'entrer pleinement dans le sujet, même si là on a déjà commencé, on a vu ce que c'était que l'autoritarisme, on a rappelé pourquoi c'est pas une bonne chose, pourquoi il y a un risque autoritaire, en fait pourquoi c'est un problème ce risque autoritaire, pourquoi il faut éviter l'autoritarisme, on vient de le dire. Et ce qui est important de rappeler aussi, ce sont les rôles de la justice, pas tous, hein, mais certains qui sont importants. En fait, dans l'épisode, on va reparler de la justice un petit peu, on va parler des juges, de leur rôle dans ce risque autoritaire. Est-ce qu'ils comportent un risque autoritaire, ces juges? On l'a déjà vu à l'épisode 71, dans l'épisode précédent, quand on a parlé du gouvernement des juges. Mais ici, on va y revenir un tout petit peu. On va voir aussi ce qu'ils peuvent faire contre le risque autoritaire. Donc les rôles de la justice, je reprends pas tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout que la justice, c'est aussi protéger les plus vulnérables et maintenir la paix sociale. C'est pas que ça, hein, c'est faire respecter le droit de façon générale, mais il y a d'autres petites choses, hein, servir d'arbitre en cas de conflit entre des personnes privées ou aussi des litiges avec des administrations, des personnes publiques, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, pour aller contre le risque autoritaire, c'est la protection des plus vulnérables et c'est le maintien de la paix sociale. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, entrons pleinement dans la question. D'abord, rappelons une chose, l'autoritarisme, ce n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est la faculté d'une personne, d'un organisme, d'une décision ou d'un acte à commander, c'est-à-dire à agir sur autrui, ou à se faire respecter. J'ai de l'autorité, je me fais respecter. Ou alors j'ai de l'autorité, c'est-à-dire que je vais pouvoir commander quelqu'un d'autre, commander une autre personne. Bien sûr, l'autorité, ça peut être une personne qui l'a. On parle aussi de l'autorité d'un organisme public. Par exemple, du Parlement, l'autorité du Parlement, ou du gouvernement, ou alors je sais pas moi, de l'ARCOM, par exemple, ou du défenseur des droits, d'une institution, de façon générale. L'autorité de l'État aussi. Ça peut être l'autorité d'une décision, comme une loi, un décret ou une décision administrative quelconque. Même la décision d'une personne qui a de l'autorité. Ou d'un acte, un acte comme un contrat. Mais pas forcément, ça peut être aussi un acte pris de façon plus générale en tant qu'action, peu importe. L'idée, c'est que c'est une faculté qui permette de commander ou de se faire respecter, mais pas n'importe comment. L'autorité, elle vient
du fait de la légitimité et de la reconnaissance que lui accorde autrui. L'autoritarisme, on l'a vu juste avant, je reviens d'un peu dessus, c'est différent. C'est un système politique dans lequel l'autorité est exacerbée et où les dirigeants cherchent la soumission et l'obéissance de la population par la crainte et le contrôle. En fait, si on résume la différence essentielle, ce qui est important de retenir, c'est que l'autorité, ça se reçoit, alors que l'autoritarisme s'impose, impose son autorité. Donc c'est pas de la vraie autorité. C'est du contrôle, c'est de la crainte, c'est de l'obéissance reçue, obtenue plutôt, par la crainte et le contrôle. L'autorité se reçoit, l'autoritarisme s'impose. Et l'autoritarisme, ce n'est pas la légitimité non plus. Là, c'est un rappel de l'épisode 29, on en avait déjà parlé de la légitimité. Qu'est-ce que c'est? La légitimité, c'est une reconnaissance sociale d'une norme, d'une position ou d'une possibilité d'action. Par exemple, une norme est légitime quand on la juge bonne, quand on la juge dans son bon droit, juste. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est assez difficile à définir précisément, car le terme légitimité s'applique à beaucoup de choses. C'est pour ça que la définition là est assez large. Ça peut être aussi la légitimité d'une position. Cette personne est légitime pour être gouverneur, pour être président, pour être député, pour être mon professeur, pour être... Voilà, il y a plein de positions possibles. Ou alors c'est une possibilité d'action, par exemple quand on se sent légitime pour quelque chose. Par exemple, être légitime pour être candidat, se sentir légitime pour parler de politique, pour parler d'un sujet dont on n'est pas forcément compétent. Au contraire, parce qu'on est compétent, on est légitime pour en parler. Pour faire quoi? Pour agir, pour en parler. Mais ça peut être aussi légitime pour intervenir. En cas de problème, par exemple, dans une entreprise, il y a une personne qui pourrait intervenir en cas de problème, heu, de type incendie ou personne qui se casse quelque chose, qui se blesse, un accident de travail. Voilà, la légitimité, c'est assez large. En fait, ça dépend fortement du contexte et du point de vue. Si on prend tout simplement la légitimité comme reconnaissance sociale d'une norme ou d'une position, ça dépend si on prend un point de vue moral, si on prend un point de vue de la justice, si on prend un point de vue éthique et lequel, par quel biais, dans quel contexte, qui est-ce qui regarde, qui est-ce qui juge de la légitimité. Mais dans tous les cas, c'est une reconnaissance sociale. Ça ne fonctionne, la légitimité, que parce qu'il y a une relation à quelqu'un d'autre. Soit par anticipation, quand on se sent légitime, par exemple, de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, même s'il n'y a pas directement d'interaction, on se sent pas légitime de faire quelque chose parce que on s'imagine ne pas être reconnu par les autres ou par la relation sociale qu'on entretient, par notre socialisation, on ne se sent pas légitime. Mais si ça n'a rien à voir avec les autres, c'est plus de la légitimité, c'est plus un problème de légitimité, c'est un problème de capacité d'action. Donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance sociale. C'est pour ça que c'est un peu différent aussi de l'autorité. L'autorité, c'est la faculté qui découle, en quelque sorte, une des facultés qui peut découler de la légitimité, de la reconnaissance qui est accordée par autrui. En gros, la légitimité, c'est le facteur, c'est la cause, c'est ce qui va permettre quoi? La conséquence, le pouvoir, l'autorité. La légitimité permet l'autorité, mais c'est pas la même chose. Il y a un lien évidemment entre les deux. Mais par exemple, on peut être légitime sans avoir d'autorité. Par contre, on n'a pas d'autorité si on n'est pas légitime. Sinon, c'est de l'autoritarisme. Et après, bien sûr, on peut avoir de l'autorité, mais pas envers tout le monde. Parce que, notamment, on pourrait ne pas avoir de la légitimité à leurs yeux. Bon, je vais arrêter de complexifier. Juste une dernière chose, c'est les 3 idéotypes, on parle d'idéal type, de domination légitime. Donc c'est le sociologue allemand Max Weber qui en avait parlé. On l'avait rappelé aussi dans l'épisode 29 brièvement. Et c'est intéressant de l'avoir en tête, car ça nous montre que la domination, quand elle est légitime, elle est bien souvent, c'est ce que dit Max Weber, même tout le temps quasiment, eh bien, elle repose sur un ou plusieurs de ces 3 idéotypes. On a d'abord la domination traditionnelle, la domination charismatique et la domination légale rationnelle. C'est assez simple à comprendre. Traditionnel, on tire de la tradition. La domination se fait par habitude, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que ça fait voilà des années qu'on le fait, c'est la tradition. C'est assez simple à comprendre. Charismatique, c'est lié au charisme d'une personne. Charisme de façon générale. Qui peut être de l'autorité, tout à fait, hein, bien sûr, et qui va devenir de l'autorité s'il y a domination légitime. On retrouve beaucoup ça chez certains rois, mais encore plus chez certains leaders de groupes politiques révolutionnaires.
heu, ou en cas de coup d'État. Parce qu'avec le roi, il y a beaucoup de traditionnalité là-dedans. C'est surtout par tradition qu'on garde un roi, pas nécessairement par charisme. Un leader révolutionnaire ne sera beaucoup plus, sera dominant, dominera de façon légitime le mouvement révolutionnaire par son charisme principalement. Et il y a aussi la domination qui est là plus bureaucratique, la domination légale rationnelle, qui repose sur quoi? Sur une bureaucratie établie, une administration établie et des lois établies. Bien, maintenant qu'on a fait ce rappel, cette distinction importante entre autoritarisme et autorité, on va pouvoir rentrer dans le sujet encore plus. On va parler du risque autoritaire dans cette nouvelle constitution, dans Parlant Constitution. Est-ce qu'il y en a un? Comment? Comment est-ce qu'il se manifeste? Alors, il y a un risque autoritaire irrépressible. Irrépressible, on ne peut pas le rendre nul. On ne peut pas le supprimer. On peut lutter contre, on peut essayer de l'éviter, mais il y aura toujours un risque autoritaire. Et c'est le cas dans toutes les constitutions en réalité. Pourquoi? Il y a toujours un risque d'abus autoritaire. Notamment, et ici je vais donner des exemples liés à ce qu'on a vu dans la Constitution, donc liés aux différentes institutions, aux différents organes de la Constitution qui est dépeinte dans la Constitution. Prenons d'abord le chef de l'État. S'il surpasse son rôle d'arbitre en contrôlant les directeurs. Là, il y a abus de pouvoir, il y a un abus autoritaire, le chef de l'État va prendre un rôle exécutif qu'il n'a pas. Et si ça se passait avec cette constitution, on parlerait de présidentialisation du régime, d'une pratique présidentialiste. Mais ça peut être le gouvernement aussi, qui a une pratique autoritaire, ou qui ne respecte pas la politique de la nation déterminée par le Parlement. Donc pratique autoritaire du pouvoir exécutif, qui est dans les mains du gouvernement, ou bien non-respect de la politique de la nation, donc non-respect du pouvoir législatif, voire emprise sur le pouvoir législatif, voire même pilotage un peu de la politique de la nation au détriment, et surtout contre l'avis du Parlement. Donc ça, je ne dis pas ce que ça doit être dans la Constitution, hein. C'est bien le risque qui est possible, l'abus qui pourrait être fait. Et le risque n'est pas nul. Il y a aussi la Cour constitutionnelle. On l'a vu dans l'épisode 72 avec la censure non justifiée ou l'interprétation créatrice et abusive. L'interprétation de la loi et surtout de la Constitution d'une façon créatrice et abusive, en imaginant que la Constitution a dit certaines choses alors qu'elle ne l'a pas dit, en allant plus loin que ce qu'a dit la Constitution surtout, et en appliquant des choses qui en réalité ne sont pas applicables, ou avec une interprétation qui peut être jugée d'abusive. On l'avait vu dans l'épisode 71, le précédent, sur le gouvernement des juges. Le législateur aussi peut outrepasser son rôle, peut lui aussi avoir une pratique autoritaire, en intervenant en matière exécutive par exemple. Le gouvernement cesserait d'agir ou agirait beaucoup moins, ne prendrait plus son pouvoir exécutif en main, ne l'exercerait plus pleinement, et le législateur le ferait en partie à sa place. Ce qui pourrait être fait par des lois qui interviennent en matière exécutive par exemple. Là, ce serait un abus. Mais bien sûr, ce qui pourrait être vraiment autoritaire, ce sont des lois autoritaires avec réduction des libertés, ou même des contrôles policiers renforcés, etc., etc. Et c'est le risque principal avec le pouvoir législatif, c'est qu'il fasse des lois autoritaires, notamment, on l'avait déjà vu en parlant des états d'urgence, notamment en réaction à des événements tragiques, comme des attentats. Dans ce cas-là, on peut par réaction, le législateur peut par réaction décider de serrer la vis, de faire une loi qui restreint un peu plus les libertés pour la sécurité, pour l'ordre, pour la protection des citoyens, mais qui au final va être trop poussée. Ce sera autoritaire, ce sera non justifié, non proportionnel, ce sera une réaction excessive. Bon, après, c'est pas forcément par réaction, ça peut être parce que, voilà, parce que les élus sont autoritaires eux-mêmes, parce que c'est un parti autoritaire, par exemple, qui est au pouvoir. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent mener à une dérive autoritaire du pouvoir. On a aussi le conseil scientifique, qui a son veto scientifique. Bon, jusqu'à là, pas de problème. Mais il peut y avoir un abus autoritaire de la part du conseil scientifique, s'il ne l'exerce plus de façon scientifique, mais de façon politique, avec une volonté législative. Je reviens pas évidemment sur tout ce qu'on a vu dans le détail, sur les pouvoirs de chacun. Si vous avez bien suivi par la Constitution, ou si vous avez regardé un point d'étape, que vous savez à peu près de quoi on parle, ça devrait vous évoquer plein de choses. Tout ça pour dire qu'il y a un risque autoritaire qui est irrépressible.
Il y a aussi un risque qui vient des citoyens eux-mêmes. Par exemple, s'ils souhaitent supprimer des libertés fondamentales par la procédure de révision fondamentale. Ou alors s'ils élisent un pouvoir autoritaire. Eh oui, les citoyens, ils peuvent aussi abuser de leur pouvoir, ils peuvent aussi avoir une dérive autoritaire en élisant un dictateur, un parti autoritaire du moins, qui pourrait ensuite amener à une dictature ou à une dérive autoritaire si on reste quand même dans quelque chose de plus soft. Mais ça reste que de l'autoritarisme et un risque autoritaire, qui, je le rappelle, n'est pas une bonne chose, car c'est une restriction abusive des libertés, justifiée principalement par la volonté d'obéissance, par la crainte, par le contrôle qui est exercé par les dirigeants, ou par un organe quelconque de la Constitution, un pouvoir constitué quelconque, gouvernement, cour constitutionnelle, pouvoir législatif, etc. Et alors le constituant, dans tout cela, est-ce que lui aussi peut avoir une pratique autoritaire? Eh bien oui, encore plus même. Le constituant peut toujours, entre guillemets, agir de façon autoritaire. Bien sûr, dans la limite de la procédure. C'est-à-dire que le pouvoir constituant a créé une procédure pour qu'il puisse être autorisé lui-même à modifier la Constitution. C'est pas n'importe qui modifie dans n'importe quelle condition. Il y a une procédure de révision de la Constitution. Donc dans cette limite-là, tant qu'il respecte cette limite, le constituant peut faire ce qu'il veut et donc agir de façon autoritaire, réviser de façon autoritaire la Constitution ou amener à un régime autoritaire. En fait, pour le pouvoir constituant, à part la procédure, seule la nation tout entière peut l'arrêter. De plusieurs façons, hein. Soit par la défection des corps constitués, comme l'armée, ou la haute fonction publique, ou les juges, qui, s'il y avait un pouvoir constituant qui agirait de façon autoritaire, dirait: «Ah non, moi j'arrête d'agir, je ne suis plus aux ordres de ce pouvoir constituant qui n'est plus légitime, qui agit de façon autoritaire». L'armée qui se retourne, par exemple, contre le pouvoir constituant qui n'agit plus, donc la simple défection. Ou alors ça peut aller plus loin, ça peut être un coup d'État, notamment d'une personnalité influente, par exemple une personnalité militaire, qui était influente au sein du pouvoir politico-militaire. On peut prendre l'exemple, hein, historique de Napoléon Bonaparte, hein, évidemment. Ça peut être aussi de la désobéissance civile. Voilà, les citoyens qui refusent le pouvoir constituant, qui refusent la nouvelle constitution et décident de ne pas lui obéir. Ou carrément qui résistent à l'oppression du pouvoir constituant par une révolte, par des grèves massives, par, voilà, une révolution complète, pourquoi pas? Ça peut être aussi par un constituant concurrent. Le pouvoir constituant devenu autoritaire ne serait plus légitime et une autre institution se déclarait pouvoir constituant représentant la nation et ferait une nouvelle constitution qui, elle, serait acceptée par une bonne partie du peuple et la nation qui, voilà, se reconnaîtrait dans cet autre pouvoir constituant et dans cette nouvelle constitution. Et donc le pouvoir constituant qui était avant, qui était autoritaire, n'aurait plus de pouvoir. C'est pas vraiment un coup d'État ici, ni une défection. Mais encore, ça pourrait être un appel aux instances internationales. Des pouvoirs, par exemple le président de la République, qui est en désaccord avec le pouvoir constituant et qui fait appel à, je sais pas moi, à l'Union européenne, aux Nations unies pour intervenir. Ou même d'autres pays qui interviennent de façon extérieure, ou la population qui en appelle, voilà, par des pétitions ou des manifestations, à l'intervention d'un pouvoir extérieur. Donc bref, est-ce qu'il y a un risque autoritaire dans cette nouvelle constitution? Oui, malheureusement. Et en fait, si on résume, le risque, il apparaît surtout si un pouvoir dépasse son rôle et abuse de son pouvoir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un risque autoritaire. Pas la constitution n'est pas une constitution parfaite, il y a un risque autoritaire. Comment on fait? En fait, il y a des protections qui sont mises en place contre le risque autoritaire. La constitution, elle n'est pas faite n'importe comment. Il y a des choses qui sont mises en place pour éviter, pour limiter ce risque. On en a déjà parlé au tout début dans les rappels, il y a la séparation des pouvoirs, ou plutôt la balance des pouvoirs, parce que séparation, c'est vraiment l'idée de séparation plutôt stricte. La balance des pouvoirs, c'est que les pouvoirs s'arrêtent mutuellement. Donc je préfère cette idée-là de balance des pouvoirs. Ils s'équilibrent les uns les autres. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans Parlant Constitution. Il y a tout le temps des pouvoirs qui s'arrêtent les uns les autres. Chaque organe, instance, pouvoir a un rôle limité, qui peut être arrêté par un ou plusieurs autres pouvoirs. À l'exception bien sûr des citoyens qui ne peuvent pas être empêchés, par eux-mêmes et ils sont très nombreux les citoyens donc heu, voilà, les citoyens s'arrêtent mutuellement entre eux,
même si, évidemment, il peut y avoir un excès, on en a parlé avec l'élection d'un pouvoir autoritaire, par exemple. Et les constituants, on vient d'en parler, est-ce qu'il est limité? Oui, il est limité. Dans la procédure, il y a un contrôle de la procédure par la Cour constitutionnelle, mais le pouvoir constituant, in fine, n'est limité que par la nation, parce que s'il agit pour modifier la procédure, voilà, s'il a envie, en suivant la procédure, il peut modifier la procédure, ce qui peut lui permettre de mieux réviser plus facilement et d'avoir une dérive autoritaire plus facile, ça c'est possible. Donc, le constituant, il est arrêté, mais pas complètement. Et il a un rôle limité, évidemment, puisqu'il a le rôle de constituant. Même si on n'a pas encore vu quelle est la procédure de révision de la Constitution, mais ça viendra dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. Bon, bref. Si on reprend les principaux pouvoirs par la Constitution, de cette Constitution. Bon, là, ils y sont pas tous, hein, c'est vraiment les principaux. Je vais résumer à gros traits, je vais faire beaucoup de simplifications, parce que sinon, on pourrait y passer des heures à revenir sur tous les pouvoirs, leur rôle, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Ce serait très intéressant, mais ce serait beaucoup trop long. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir exécutif, là, en rouge, le gouvernement, avec les 3 directeurs qui le dirigent. On a le chef de l'État, qui n'est pas le pouvoir exécutif, qui a un rôle particulier d'arbitre, de gardien, de représentant de droit, le président ou la présidente de la République. On a les citoyens passifs et les citoyens actifs. Je ne reviens pas sur la différence entre les deux, comment dire citoyen actif, etc. Vous pouvez retourner par la Constitution, dans la playlist, aller chercher vers le début, on avait parlé de la citoyenneté, et vous pourrez en savoir un peu plus, ou regarder les points d'étape, il y a des diapositives qui vous rappellent ce que c'est. On a ensuite le pouvoir législatif avec le Parlement, divisé en 3 chambres, l'Assemblée nationale, la Chambre des sages et le Conseil scientifique. Je ne reviens pas sur leur rôle, encore une fois, on n'a pas le temps de revenir sur tout, c'est pas l'objectif. On a ensuite le pouvoir judiciaire, avec les juges de façon générale, et en particulier la Cour constitutionnelle, qui a un rôle important. La Cour constitutionnelle, qui, je le rappelle, est élue par les juristes, donc les avocats, les juges, et bon, c'est pas précisé, j'ai pas précisé, mais ça pourrait être d'autres juristes, hein. On pourrait imaginer, il faudrait réfléchir, hein, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ça pourrait être aussi des professeurs de droit, ou les magistrats du parquet aussi, évidemment. Bref, déjà, ces élections sont déjà une forme de contrôle sur la Cour constitutionnelle. On a aussi tout en bas le Conseil supérieur de la magistrature. Et tout ce petit monde agit les uns sur les autres. Les citoyens actifs élisent l'Assemblée nationale et la Chambre des sages. Les citoyens passifs, le président de la République. Citoyens passifs et citoyens actifs, hein, tous les citoyens. Ils élisent le président de la République ou la présidente de la République et peuvent le révoquer avec un référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Aussi, le président de la République nomme les directeurs. Par contre, il est obligé de nommer le gouvernement selon ce que souhaitent les directeurs. C'est une compétence liée. Les directeurs proposent au président de la République qui va ensuite nommer le gouvernement. On a le conseil scientifique qui exerce son veto scientifique sur les lois de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages. Donc déjà, on a un conseil scientifique qui peut arrêter l'Assemblée nationale et la Chambre des sages s'ils ne respectent pas la science. Le Parlement contrôle le gouvernement. Il y a un pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Dans ce cadre-là, l'Assemblée nationale en particulier peut censurer le gouvernement. Mais le président de la République doit approuver cette censure. Il peut la refuser. S'il ne le fait pas, s'il l'approuve pas, il n'y a pas de censure. Donc là, le président de la République est arbitre. En retour, le gouvernement peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, c'est seulement si le président de la République approuve. S'il refuse, il n'y a pas. Donc on voit là qu'il y a une balance des pouvoirs. Les uns peuvent arrêter les autres. S'il y a un problème avec l'Assemblée nationale, le gouvernement peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, pour pas que ce soit un combat de qui est le plus fort, de qui a la plus forte légitimité, pour pas que les pouvoirs fusionnent à cause de ce combat-là, il y a le président de la République qui est là et qui peut dire non. Qui peut dire, il n'y a pas de raison, l'Assemblée nationale fait bien son boulot, même si le gouvernement n'est pas d'accord, n'a pas la même vision, il doit exercer son pouvoir exécutif en fonction de la politique de la nation, dans les limites de sa marge de manœuvre, mais il n'y a pas de problème. Les pouvoirs exécutifs et législatifs fonctionnent bien, donc pas de dissolution, ou alors l'inverse, pas de censure. On a les juges, et en particulier la Cour constitutionnelle, qui va contrôler l'action du Parlement, en particulier un contrôle des lois, un contrôle de constitutionnalité des lois. Et de façon générale, les juges interviennent pour contrôler les gouvernements, les décrets, etc., pour contrôler la procédure, pour contrôler les projets de loi, en particulier le Conseil d'État, qui exerce un rôle de contrôle, d'avis sur les projets de loi.
De façon générale, l'ordre administratif de la justice, hein, peut intervenir, en cas de recours pour excès de pouvoir, pour, abroger, annuler, des arrêtés, des décrets qui pourraient être problématiques. Voilà. Je rentre pas dans les détails, mais encore une fois, les juges peuvent intervenir pour empêcher des abus de pouvoir du gouvernement. Et la Cour constitutionnelle peut empêcher des abus de pouvoir de la loi, donc du pouvoir législatif, par le contrôle de constitutionnalité. On a le Conseil supérieur de la magistrature qui contrôle et protège le pouvoir judiciaire, les juges. Comment? La compétence, hein, puisqu'il nomme, surtout, les plus hauts postes et il a un rôle également de contrôle pour éviter que les juges, heu, fassent des jugements qui soient pas équitables, qui soient, politiques, ce genre de choses. Et on pourrait se dire: «Qui arrête la Cour constitutionnelle?» Déjà, il y a l'élection par les jurys, donc ça les limite un peu. Mais aussi, s'il y a un juge constitutionnel qui fait n'importe quoi, eh bien la Cour constitutionnelle elle-même sanctionne ses propres membres. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, à la majorité des 2 tiers, peut décider de révoquer un juge constitutionnel s'il fait n'importe quoi. S'il exerce mal son rôle, s'il est juge de façon inéquitable ou de façon, abusive, par une interprétation abusive par exemple, ou une censure non justifiée. Donc là, tous les pouvoirs semblent s'arrêter, sauf les citoyens bien sûr, compliqué d'arrêter les citoyens. Heu, voilà. On a aussi le conseil scientifique. Comment est-ce qu'on pourrait empêcher le conseil scientifique d'avoir un veto qui ne soit plus scientifique, mais qui devienne politique? Eh bien, il y a une procédure pour ça, on l'avait vu, je crois, à l'épisode 26. C'est la procédure de levée de non-conformité, qui passe par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que cette procédure demande à ce que la Cour constitutionnelle contrôle le veto scientifique et donc l'action du conseil scientifique. Et si la Cour constitutionnelle juge que le conseil scientifique abuse de son pouvoir et met un veto politique au lieu d'un veto scientifique, alors le conseil scientifique, bah, le veto est levé d'abord et le conseil scientifique est dissous. Bon. Mais qui peut saisir la Cour constitutionnelle? On avait dit, ce sont les directeurs, le président de la République et les présidents des chambres individuellement, hein. Chacun peut saisir la Cour constitutionnelle. Donc, président de l'Assemblée nationale, président de la Chambre des sages ou même président du conseil scientifique. Donc là, j'ai dit, c'est résumé, c'est simplifié, mais c'est déjà beaucoup de choses. Et on voit que tous les pouvoirs agissent les uns contre les autres, même s'ils ont un rôle séparé, mais ils peuvent s'arrêter mutuellement s'ils font n'importe quoi, s'ils outrepassent leur rôle, s'ils abusent de leur pouvoir. C'est ça la balance des pouvoirs. C'est pas une séparation stricte de chaque pouvoir. Tous les pouvoirs sont en relation tout le temps et peuvent s'arrêter mutuellement. Pas n'importe comment, évidemment, mais c'est possible dans un cadre qui, pour moi, dans la Constitution, est celui-ci. On a aussi d'autres protections. Il y a différents gardiens indépendants et protégés qui interviennent. Le défenseur des droits, qui est un veilleur du respect des droits et libertés des citoyens, notamment face aux dominations abusives. Si je reprends ces 5 rôles, il y a la défense des droits des usagers des services publics, la défense et la promotion des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations, le contrôle du respect de la déontologie des activités de sécurité, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc des rôles très importants, même si ces moyens d'action sont principalement de renvoyer à la justice, de faire des rapports, de veiller, de soutenir, d'offrir, une aide juridique à des personnes comme aux lanceurs d'alerte, voilà, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est un veilleur, c'est pas un juge non plus. Parce que oui, il y a les juges aussi. Les juges qui sont les garants du respect du droit et de l'état de droit, du contentieux privé jusqu'au contrôle constitutionnel exercé par la Cour constitutionnelle. On a aussi le Conseil supérieur de la magistrature, on vient d'en parler, qui est gardien de l'indépendance, de la compétence et de la probité des juges. Le président de la République aussi, en tant que gardien, en tant qu'arbitre, il a un rôle. Il est gardien de la stabilité du régime, du fonctionnement normal des pouvoirs publics et de l'application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution. Entre autres rôles, hein, bien sûr, ce ne sont pas ses seuls rôles, mais il a ça aussi comme rôle. Ce qui est important pour éviter une dérive autoritaire, pour éviter un risque autoritaire. Mais la principale protection et la meilleure protection, c'est l'éducation et la vigilance de chacun face au risque autoritaire dans la société, notamment pour éviter de mettre au pouvoir un parti autoritaire ou potentiellement autoritaire. Ça passe par l'éducation, la vigilance, et aussi de faire attention à soi, faire attention aux pratiques autoritaires et à ses propres dérives autoritaires de comportement, de pensée, de
personnalités autoritaires. Et là, je vais renvoyer une vidéo d'autres youtubeurs, en fait, de la chaîne Hacking Social, qui font encore, au moment où je vous parle, une super série de vidéos sur la personnalité autoritaire de façon générale. Donc des vidéos très détaillées, qui tirent beaucoup dans la sociologie, dans la science politique, dans la psychologie aussi, pour expliquer la personnalité autoritaire. Ce que c'est, comment ça se développe, etc., etc. Je vous renvoie aux vidéos Les autoritaires de Hacking Social. Bien, si on reprend en conclusion tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a un risque autoritaire dans la Constitution? Malheureusement, oui, le risque autoritaire est toujours possible. Il est surtout là si un pouvoir ne joue pas son rôle, s'il s'écrase notamment devant les autres. Il y aurait alors un déséquilibre de la balance des pouvoirs qu'on a vu juste avant. Un pouvoir n'arrête plus les autres. Ce qui fait que certains peuvent être tentés d'abuser de leur pouvoir, de la position qu'ils obtiennent à cause de la faiblesse d'un autre pouvoir qui n'exerce pas son rôle, soit en s'écrasant, soit en étant au contraire trop avenant, en voulant faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire en outrepassant son rôle. Pour rappel, l'autorité, c'est pas la même chose. L'autorité, c'est la faculté à commander, reçue de la reconnaissance par autrui, si je résume. L'autoritarisme, le risque autoritaire, c'est la recherche de l'obéissance par la crainte et le contrôle. L'autorité se reçoit, l'autoritarisme s'impose. Comme je l'ai dit, il y a toujours un risque d'abus autoritaire, par un organe constitué, par le constituant aussi, ou par les citoyens eux-mêmes. Mais il y a des protections constitutionnelles contre le risque autoritaire. D'abord, la balance des pouvoirs, les rôles limités des différents pouvoirs, et les actions des uns contre les autres pour empêcher les abus de pouvoir, pour éviter qu'un pouvoir prenne tout le pouvoir ou abuse de celui qu'il a. Aussi, on a vu, il y avait différents gardiens, indépendants et protégés. Ils sont indépendants, leur indépendance est protégée, la façon dont ils sont nommés aussi garantit leur indépendance, et ils peuvent être protégés aussi d'un point de vue juridique, comme le président de la République, qui a une responsabilité assez limitée, notamment d'un point de vue pénal, où il est un peu plus protégé que le gouvernement, par exemple. On l'a pas vu dans cet épisode, mais on l'a déjà vu quand on a parlé de la responsabilité pénale du pouvoir exécutif, et on en avait parlé aussi pour le président de la République. Donc il y a le défenseur des droits, qui est un gardien indépendant et protégé. Il y a les juges, bien sûr, le Conseil supérieur de la magistrature et les présidents de la République. On vient de le voir juste avant. Mais surtout, j'aimerais le rappeler, je le répète, la meilleure protection, c'est l'éducation et la vigilance de chacun face aux risques autoritaires dans la société et aussi en soi. Je vous renvoie encore une fois aux autoritaires de Hacking Social, hein, les autoritaires, une super série. Voilà, j'ai pas de lien avec eux, c'est juste que voilà, c'est pour vous le partager. Donc il y a un lien bien sûr en description, je vous l'ai pas dit juste avant, ça paraissait évident et je vous mets un lien dans la description, il y a pas de souci. Allez voir si ça vous intéresse. C'est assez long, ce sont des vidéos plutôt longues, hein, qui sont plutôt aux alentours de mémoire de 45 minutes à 1 heure. Plusieurs vidéos là-dessus, mais qui détaillent bien la personnalité autoritaire, très intéressante, très bien montée, heu, voilà, avec beaucoup de détails et une vulgarisation qui est quand même assez claire. Il y a pas besoin d'avoir fait, des dizaines d'années d'études en sociologie pour comprendre la vidéo, hein. Bon, donc il y a risque autoritaire, mais on essaie de faire en sorte qu'il soit limité. On met des protections, balance des pouvoirs et des gardiens indépendants et protégés qui veillent pour éviter les abus de pouvoir. Mais il y a aussi et surtout une autre protection qui est hors de la Constitution, qui est essentielle contre l'autoritarisme. Je n'ai pas parlé ici puisque c'est pas dans la Constitution, mais on va en parler quand même dans le prochain épisode, quand il y a quand même un rapport avec la Constitution, c'est quand même quelque chose d'important et qu'il faut protéger bien sûr. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est les médias. On parlera la prochaine fois de la liberté d'expression et des médias de façon générale, dans le contexte de parler Constitution, bien évidemment, dans le contexte de la Constitution, de leur rôle en tant que pouvoir, si j'ose dire. Merci encore à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode 72 de Parlons Constitution. C'était Elsker pour cet épisode sur le risque autoritaire. La prochaine fois, donc, on parlera des médias, comme je viens de le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à discuter, voilà, donner votre avis dans le respect, évidemment, sur Discord ou dans la section commentaires. Allez voir, si vous le souhaitez, les vidéos de Hacking Social, en particulier sur les personnalités autoritaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 73. C'était Elsker. Salut!